Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hag Shavuot Sameach, bienvenue à notre nuit d'études de Shavuot numérique. Shavuot 5781, mais année 2 de Shavuot numérique. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Très heureux de vous retrouver pour passer cette nuit d'études ensemble, pour parler, écouter, dialoguer, vrai. Le thème de notre nuit d'études cette année est la vérité dans la pensée juive. Nous étions tous ensemble l'an dernier pour cette nuit d'études de Shavuot autour du thème de l'égalité, chacun chez soi, face à nos écrans. Cette année, si la crise sanitaire, les mesures liées au couvre-feu ne nous permettent pas de vous accueillir dans nos synagogues toute la nuit, sachez qu'une grande partie de toutes nos études et des interventions se passeront à la synagogue de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement à Paris, l'une des 3 synagogues du judaïsme en mouvement, JEM, en espérant sincèrement que l'an prochain, nous nous retrouverons tous ensemble dans nos 3 synagogues, à Beaugrenelle, à Copernic et à Surmelin, pour partager ensemble non seulement un moment d'étude, mais également un repas lacté, nos gâteaux au fromage, et questionner les textes avec toute l'effervescence de cette nuit d'études. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette nuit. Merci à Patrick Schein, merci à Vadim Svoboda, merci à Kevin Merouya qui sont les réalisateurs techniques de cette nuit, à Charlotte Sarola qui a dirigé la communication. Tous nos remerciements à notre équipe qui travaille depuis quelques mois pour préparer cette nuit, Pierre Ayat pour ses idées toujours pertinentes, son écoute et nos échanges, Julieta Bancalter, Didier Tissier, Nathalie Serfati et bien sûr Evelyne Wittkin et Robert Wittkin. Merci à Yael Hirsch, ici présente, sans laquelle cette nuit n'aurait pas pu être, qui sera avec nous toute la nuit pour vous présenter cette nuit d'études et pour animer les tables rondes. Et merci à tous nos intervenants que nous vous présenterons au fur et à mesure et qui me font l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Et Toda Rabba du fond du cœur à nos 5 rabbins du judaïsme en mouvement. Si le thème de cette nuit est la vérité, sachez que nous souhaitons l'inscrire en solidarité avec Israël. Tous nos souhaits de courage et de paix vont ce soir vers Israël. Pendant que nous resterons éveillés toute la nuit pour étudier la Torah, une pensée à tous les habitants d'Israël qui ne dorment pas depuis plusieurs nuits parce qu'ils reçoivent des roquettes. Que fêtons-nous à Shavuot? Shavuot est certainement l'une des fêtes les moins connues du calendrier juif parce que cette fête n'est associée à aucun rituel. Si nous avons le son du shofar à Rosh Hashanah, nous avons la matzah et le seder à Pessah, nous avons le jeûne à Yom Kippour, la souka et le loulav à Sukkot, à Shavuot, pas de rituel particulier. Shavuot signifie semaine, semaine en hébreu, semaine au pluriel. Shavuot vient clore cette période de l'Homère, cette période de 7 semaines, d'où son nom, qui sépare Pessah, temps de notre libération physique, de cette fête qui à l'origine était une fête agricole et que la tradition rabbinique a associée au don de la Torah, au Matan Torah. Shavuot est le temps de notre libération spirituelle qui passe par la révélation de la Torah et la réception par le peuple hébreu. Quelle meilleure façon de fêter la Torah, ce don de la Torah, que de l'étudier toute la nuit. Nos rabbins viennent de nous le rappeler, nous étudions la Torah toute la nuit parce que les kabbalistes de Sfat l'ont instituée au XVIe siècle et parce que, au moment du don de la Torah, les Hébreux qui étaient prévenus de ce don de la Torah ne sont pas restés éveillés, se sont endormis. Et c'est Dieu lui-même qui, avec un spectacle, son et lumière, éclair, qui a réveillé le peuple hébreu pour recevoir la Torah. Pour réparer ce manquement du peuple hébreu, nous étudions toute la nuit à Shavuot. Alors, si vous savez que c'est parce que les Hébreux ne sont pas restés réveillés toute la nuit à Shavuot, la raison pour laquelle nous étudions et que nous avons un tikkun, une réparation, mais savez-vous ce qui a permis à ce que nous étudions toute la nuit à Shavuot? Pour l'historien Elliot Horowitz, la propagation du café a été un facteur clé dans l'adoption de la coutume du tikkun de la nuit de Shavuot. Vous connaissiez certainement l'expression « pas de farine, pas de Torah », et en voici une nouvelle, « pas de café, pas de Torah ». Nous étudierons toute la nuit, et cette nuit, toutes nos études auront un thème, celui de la vérité dans la loi juive. Alors pourquoi ce thème? Vous savez que nous avons à cœur au judaïsme en mouvement de faire dialoguer la pensée juive avec des sujets de société, des sujets qui animent la société civile, et nous sommes partis de ce qui nous est apparu comme un paradoxe, un double paradoxe.
Le mot vérité est certainement l'un de ceux que nous avons le plus entendu à côté du mot mensonge et à côté du mot mensonge depuis mars dernier, depuis le début de notre crise sanitaire. Ils nous ont menti, ils nous cachent la vérité, les Chinois sur l'origine et le début de l'épidémie, les hommes politiques sur l'efficacité, puis sur les commandes et la distribution des masques, puis sur les vaccins. En 2020 et en 2021, les discours expliquant la pandémie de Covid-19 par des complots ont séduit des millions d'adeptes. La montée en puissance des réseaux sociaux en tant que source d'information, l'apparition des fake news, dont va nous parler dans quelques instants Yael Hirsch, ces informations fallacieuses, ces fausses nouvelles, ce brouillage des frontières entre le vrai et le faux. L'apparition de ce qu'on appelle les post-vérités met en effervescence, en question cette notion de vérité, qui semble s'être éclipsée, remplacée par des post-vérités, des opinions, un appel à l'émotion plus qu'à la vérification. Premier paradoxe, en parallèle, face à tout ce brouhaha, dans nos synagogues, nous lisons placidement, après la lecture du schéma Israël, tous les matins, la bénédiction Emet veyatsiv, vrai et certain, et le soir, Emet ve'emuna, vrai et fidèle. La vérité est associée à la confiance le soir, à la rectitude le matin. Dieu est vérité, sa Torah est vérité. Après chaque lecture de la Torah, nous disons la bénédiction « Béni sois-tu Dieu, roi du monde, qui nous a donné la Torah », Torah de vérité. Deuxième paradoxe, comment comprendre que la Torah est vérité, émet en hébreu? Comment comprendre que Dieu est vérité? Le Dieu auquel nous nous référons a un nom imprononçable. Comment t'appelles-tu, lui demande Moïse quand il se révèle à lui lors de l'épisode du buisson ardent. Ayez Asher ayez, je serai qui je serai. La Torah est vérité. La Torah est un texte qui est une succession de consonnes imprononçables, illisibles, lisibles qu'en posant des voyelles ou d'autres voyelles. Ce texte est vérité. Sa lecture est infinie, pour reprendre le titre d'un ouvrage de David Bannon. Sa lecture ne peut être qu'interprétation. Maître des jeux de mots, nos sages nous disent au sujet des 10 paroles que nous fêtons à Shavuot, en Exode 32, 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur des tables. Ne lis pas ceci, mais lis cela, nous disent nos sages. Ne lis pas que le texte est gravé, Harout, mais lis Hérout, liberté. Il est impossible de lire notre Torah écrite, Torah de vérité, sans la Torah orale. Le Talmud, 7000 pages de controverses, de sages et de rabbins. Notre traduction n'est que controverses, désaccords, disputes sur le sens d'un mot, le sens d'un verset. Au sujet des écoles d'Hillel et de Shammai qui se chamaillaient sans arrêt, qui ont passé leur temps à ne pas être d'accord, une voix céleste s'était levée et leur dit « Les paroles des uns et des autres sont des paroles du Dieu vivant. » Vérité, certitude, aux certitudes nous préférons la fragilité à la parole fluide d'un orateur. Celui que nous appelons notre maître Moïse à la parole embarrassée, il bégaye. Comment la tradition pense-t-elle la vérité? Comment ce texte est-il vérité? Nous n'aurons certainement pas suffisamment d'une nuit pour étudier le mot « émettre vérité » dans la pensée juive et le faire dialoguer avec la philosophie, les sciences, la littérature, la psychanalyse, disciplines qui ont une approche différente du mot « vérité ». Nous espérons que de toutes ces confrontations, nous sortirons enrichis non pas de certitudes, mais certainement de nouvelles questions. Avant de vous présenter le déroulé de cette nuit, j'aimerais vous rappeler qu'à Shavuot, nous fêtons, comme nous l'a rappelé le rabbin Horviller, nous fêtons un mariage entre le peuple juif et ce Dieu. Le don de la Torah scelle une alliance entre Dieu et les béné Israël, et la tradition a mis en avant toute une série de similitudes entre un mariage juif et notre fête de Shavuot. La Torah que nous recevons à Shavuot et la Ketouba, l'acte de mariage entre Dieu et son peuple. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui est issue du traité justement du Talmud qui s'appelle Ketubot, le traité qui parle des actes de mariage, et une histoire de vérité. Les sages ont enseigné comment danse-t-on devant la mariée, c'est-à-dire que récite-t-on devant une mariée? Beth Shammai dit, on récite l'éloge de la mariée telle qu'elle est, en soulignant ses qualités. Et Beth Hillel dit, on récite une mariée juste et séduisante. Et Beth Hillel dit à Beth Shammai, dans le cas où la mariée est boiteuse et aveugle,
Dit-on à son propos la mariée juste et attirante? La Torah déclare « Gardez-vous des fausses choses ». Beth Hillel dit à Beth Shammai « Selon votre déclaration, en ce qui concerne quelqu'un qui sur un marché ferait une acquisition et ferait une mauvaise affaire, que le diras-tu? Lui diras-tu qu'il a fait une mauvaise affaire ou au contraire, feras-tu l'éloge de cette acquisition pour augmenter la valeur à ses yeux et pour le priver d'une angoisse? De là, les sages ont dit, nous devons toujours être empathiques avec l'humanité et traiter tout le monde avec courtoisie. Dans ce cas aussi, une fois que le marié a épousé la mariée, on la loue comme étant juste et attirante. Voici ce que je voulais vous dire avant de vous donner le déroulé de cette nuit d'études. Dans quelques instants, Yael Hirsch, qui est à côté de moi, qui est docteur en sciences politiques, qui est journaliste, qui enseigne à Sciences Po, qui est rédactrice en chef de notre revue du judaïsme en mouvement Schéma, qui est fondatrice du magazine toutelaculture.com, viendra nous parler des fake news, des fausses nouvelles, des nouvelles fallacieuses. À 19h, la philosophe Monique Antos-Perber nous entretiendra de la vérité philosophique sur le sujet « La chaîne ou le réseau ». À 19h15, nous enchaînerons les tables rondes. Première table ronde animée par Yael Hirsch avec le rabbin Florian Chinsky et Yakel Fijakov, professeur de sciences sociales. La vérité ou pas? La vérité est-elle une valeur, une obsession, une illusion, une imposture? La vérité est-elle une valeur juive? Nous aurons 45 minutes de dialogue et 15 minutes de questions-réponses. À 20h15, l'écrivain et exégète François Racheline proposera une réflexion sur tétragramme et vérité. Comment le tétragramme, Yud He Vav He, imprononçable, intraduisible, irreprésentable, peut-il être véridique et source de vérité? Toujours 45 minutes d'études, 15 minutes de questions-réponses. À 21h15, nous aurons le point de vue d'un scientifique, Cédric Villani, député mathématicien, nous fera un solo sur la vérité mathématique. Il sera en direct de Beaugrenelle. Est-ce que la réalité existe si nul n'est là pour l'observer? Dieu joue-t-il au dé? Nous serons là pour l'écouter, bien sûr. 21h30, le rabbin Marc-Olain Waknin, philosophe, écrivain, animera un atelier Targoum sur le mot « émet » vérité, Don Quichotte et le Golem, un Targoum de vérité. 1 heure d'études, 15 minutes de questions-réponses. 22h45, nous aurons le point de vue d'un psychanalyste. Emmanuel Nidam interviendra sur la vérité psychanalytique, la vérité de notre inconscient, et nous répondra à la question, notamment, dans quel recoin est renvoyée la vérité de la Torah par la psychanalyse. 23h10, le grand débat animé par Yann Boissière, par le rabbin Yann Boissière, vérité des sciences et vérité transcendante. Nous aurons autour de cette table ronde, de ce grand débat, le rabbin Delphine Orviller, Myriam Revaud-Dallon, philosophe, Arnold Munich, pédiatre généticien. Quand un rabbin, un philosophe et un scientifique parlent de vérité, parlent-ils de la même chose? Ou comment peuvent-ils se rencontrer? Vous serez toujours avec nous, on sera à 0h15. Une table ronde, une avant-dernière table ronde, qui aura pour thème la vérité et la justice. Autour de cette table ronde, le rabbin Jonas Jacquelin et Marguerite Zoberman, qui est une magistrate honoraire et médiateur. Ils commenteront ce passage du Talmud qui dit « Le monde tient sur 3 choses dans le Pirkei Avot, la vérité, la justice et la paix. Comment concilier ces 3 valeurs ?» J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Dernière table ronde, 1h30. Yael Hirsch animera une table ronde entre Yann Boissière et Pierre-Emmanuel Mogg. Pierre-Emmanuel Mogg est chercheur en anthropologie narrative et spécialiste du conte merveilleux. Quelle vérité ont nos histoires? Quelle pensée de la vérité propose le texte biblique? Vous serez toujours avec nous. Il sera 2h30 du matin et nous irons en promenade. Charles Slackman, écrivain exégète, nous amènera vers une promenade midrashique. Lors de la création du monde, le Saint béni soit-il jeta la vérité à terre. 45 minutes d'études autour de ce thème et 15 minutes de questions-réponses. Et puis 3h30, il sera 3h30 du matin jusqu'à 6h le matin,
un petit moment de, je ne sais pas si je dois le prononcer, à l'Ashkénaze ou à la séfarade. Vous savez que le rabbin Manitou, le rabbin Léon Ashkenazi, avait dit « Quand les Ashkénazes lisent repos, les séfarades lisent repas ». Donc, 3h30 du matin, un petit moment de quiétude. À 6h du matin, avec le rabbin Philippe Haddad, nous aurons une étude sur vérité et prophétie, notamment les prophètes Jonas et Élie. À 7h du matin, l'office de Shavuot par le rabbin Philippe Haddad. Sachez que toutes nos études sont interactives, vous pourrez y participer, vous pouvez poser des questions. Merci à tous d'être là. Hag Shavuot Sameach. Je passe la parole à Yael Hirsch. Merci beaucoup Fabienne et bravo pour ce beau programme et Hag Shavuot Sameach à tous et merci infiniment Fabienne de me faire confiance une deuxième année pour te seconder, c'est une grande richesse et le tikkun dont parlait Delphine Horviller pendant l'office existe vraiment. L'année dernière, on était sur Zoom, on était entièrement chez nous et c'était faire toute la nuit comme ça, c'est quelque chose qui transforme vraiment. Voilà, et donc je suis vraiment très heureuse de recommencer. Alors Fabienne m'a confié une délicate mission qui est un peu de parler la première et elle voulait que je fasse rire des blagues sur les fake news. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais consulter mes collègues du Catskills Comedy, qui est, vous savez, le nouveau programme, la scène d'humour de Judaïsme en mouvement. Et puis, je me suis dit, non, en fait, je ne suis pas drôle, je ne vais pas y arriver. Mais en revanche, je suis journaliste aussi, journaliste notamment de notre magazine, Schéma, et du magazine Toute la Culture. Et en fait, les fake news, comme tout citoyen ou citoyenne, j'y fais face tout le temps, mais comme journaliste, j'y fais particulièrement face parce que je ne veux pas les répercuter ou les propager ou leur donner plus de solidité qu'elles n'ont quand elles vogue et elle déambule comme ça sur les réseaux sociaux. Fabienne a parlé de brouhaha. C'est vrai qu'il y a un brouhaha et ces fake news sont en effet liées à la vitesse à laquelle circule l'information. Donc fake news, utilisons un peu de français, intox en français, qui est plutôt joli d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas, mais je dirais les deux. Je ne suis pas puriste non plus. Donc, c'est des fausses informations qui se multiplient. Je vais donner 3 exemples, à défaut de vous faire rire, au moins des illustrations un peu concrètes. Premier exemple, dans la semaine assez terrible qu'on vient de traverser, tous suspendus à nos réseaux pour savoir ce qui se passe en Israël, pour nos familles, nos proches, pour le pays. 2 fake news ont beaucoup circulé, me semble-t-il, et 2 qui sont intéressantes parce que c'est un peu des erreurs qui sont reproduites et qui ont été d'ailleurs pointées du doigt. La première, c'est Manuel Valls, qui voulait qui exprimait sa solidarité avec les Israéliens face à l'attaque du Hamas, mais qui, utilisant une image, a utilisé une image de Gaza sous les bombes. Donc ça, erreur, fake news. Il y a eu du fast-checking, comme on dit. Il y a eu mais voilà, ça a vraiment. Peut-être on a parlé plus de ça que d'autres choses ou que du message qui voulait être délivré. Deuxième chose, toujours de notre point de vue français, le porte-parole jeunesse de la France Insoumise, David Guiraud, a également été source d'intox puisqu'il a commenté des Israéliens en train de danser et de chanter dans le lieu des lamentations. Et dans l'arrière-fond, on voyait quelque chose qui était en train de brûler. Fausse rumeur, ça aurait été une partie d'Al-Aqsa, un lieu saint de musulmans pendant Ramadan, voilà, sur la fin de Ramadan. Et donc, David Guiraud s'indigne, comment peut-on danser devant un lieu, pendant qu'un lieu saint prend feu ? Information prise, c'était la journée de Jérusalem, une journée politiquement marquée, certes, qui marque la conquête de la ville par l'armée israélienne, mais rien à voir avec la joie terrible de voir un lieu saint qui ne brûlait pas. D'ailleurs, c'était un autre feu. Voilà. 2 exemples de fake news dans la semaine dernière. Autre exemple, évidemment, l'année et demie dont nous sortons a été pleine de fake news sur la Covid. Ce qu'il faut dire là, il y en a un peu de plusieurs sortes et qui sont assez hallucinantes. La première étant que l'Institut Pasteur aurait lui-même créé le Covid. Dans le même genre d'idée complotiste, cette idée que tout était connu, tout était orchestré, ça aide et c'est utile pour certains élites, certains dirigeants, certaines personnes qui tireraient les ficelles est revenu. Et puis, dernier type de fake news auquel on fait face, et peut-être de manière parfois plus proche qu'on imagine dans des réseaux sociaux assez proches, c'est tout ce qu'on entend sur l'anti-vaccination, avec des choses assez folles, voilà, sur les femmes enceintes, ça donnerait des bébés idiots, sur voilà, toute une série de choses assez classiques finalement qui reviennent dans les fake news. Dernier type de fake news qui est peut-être plus directement politique et qui semble assez fou, c'est évidemment
le mandat de Donald Trump aux États-Unis. Donc, il y a un article qui vient de sortir du Washington Post. 30 573 intox prononcés par Donald Trump. Alors, rassurez-vous, certains se sont répétés de nombreuses fois. Par exemple, lors de son dernier discours, il y en a 3 qui ont été répétés plusieurs fois. Donc, il a dit 19... il a dit 19 intox lors de son dernier discours et répété par exemple 493 fois, la croissance américaine aurait été la plus grande lors de son mandat. Tout ça est revérifié, etc. et a été prouvé. Il continue à dire ça et lors de ce dernier discours, pour la 19e fois, il disait qu'il a gagné le vote des électeurs. Voilà, on sait ce qu'il en est. Donc, évidemment, c'est un peu embêtant qu'un président d'un pays propage et continue, et ça ressemble beaucoup à quelque chose de très connu qui arrivait avant le brouhaha et la rapidité de l'information, qui s'appelle tout simplement de la propagande, et ça fonctionne assez bien. Donc les fake news, c'est vrai, elles naissent au fil de l'actualité par le système dont fonctionnent les réseaux sociaux et Internet. Elles se diffusent vite, mais en fait, la vraie question, et c'est la question que pose Dominique Cardon, qui est le sociologue et qui dirige le Media Lab à Sciences Po, il dit voilà, en fait, la vraie question, est-ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est est-ce que les fake news, comment est-ce qu'elles ont un impact sur la population? Est-ce qu'on vote différemment? Est-ce qu'on agit différemment? À partir de quel moment vraiment elles agissent? Parce qu'on imagine que les gens qui veulent bien croire que Trump a gagné ou qui acceptent, c'est des gens qui sont déjà pro-Trump quelque part. Et ils parlent à son propre électorat. Donc elles naissent au fil de l'actualité. Je crois il semblerait que ce qui soit intéressant, c'est voir si elles sont amenées à durer un peu. Par exemple, il y a des variations, mais les fake news anti-vaccination, elles durent depuis mai dernier, en fait. Elles durent depuis plus d'1 an. Et là, il y a quelque chose qui s'organise et qui s'organise vraiment sous forme de propagande. Alors, sans être complotiste et dire que ça sert quelques-uns, il y a une espèce de densité qui est importante. Évidemment, les fake news sur le 11 septembre, complotistes, existent encore aujourd'hui et viennent nourrir toute une série de réflexions et toute une série de positions politiques et d'actions qui est importante. Du coup, question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans les fake news? Parce qu'en effet, le protocole des sages de Sion, qui date de 1903 et qui est un document fait de toutes pièces par la police du Tsar pour accuser les juifs et les francs-maçons de mettre en cause le pouvoir, a duré des années, des décennies, voire peut durer encore un peu aujourd'hui, et c'est une fake news. Même chose pour le fameux petit bleu, le faux Henri dans l'affaire Dreyfus, qui a joué un rôle important. Bon, je pense que plus personne ne croit que je ne sais pas que c'était un vrai aujourd'hui, ça a été démontré, mais voilà, cette idée que la fake news devient vraiment propagande et structure l'opinion publique ou l'espace public à ce moment-là. Et donc, je me disais, comme journaliste, évidemment, j'ai souvent fait attention à ne pas propager une fake news, à essayer de voir le contexte, à faire le fameuse opération de fact-checking. Après, de la même manière que quand Trump parle, il parle à tous ses électeurs, et quand il répète quelque chose qu'on sait être faux, qui a été avéré et prouvé par des journalistes être faux, évidemment que il y a eu du fact-checking, mais ça sert peut-être à rien. Donc, je ne sais pas, est-ce que dit Dominique Cardon, c'est peut-être le fact-checking ne parle qu'au public qui veut bien, qui s'informe et qui va chercher. Alors après, est-ce qu'on diabolise, dit aussi Dominique Cardon, l'audience d'Internet en disant c'est tous des veaux qui vont suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'au contraire, on dit l'information est pure et parfaite, les gens sont rationnels, ils vont pouvoir chercher? Je crois qu'en tant que journaliste, ce qui est important pour moi quand je fais la recherche de contexte, c'est de faire face à 3 choses qui changent très très vite et qui sont importantes, je crois, et qui m'inquiètent peut-être plus que les fake news ou qui rendent les fake news possibles. Le premier, c'est l'infotainment, le mélange de divertissement et de l'information. Oui, vous voyez, j'ai pas voulu vous faire rire ce soir, c'est à peu près ça. Peut-être je suis très et trop sérieuse, mais ce truc de tout d'un coup, même dans des chaînes de télévision, dans des médias très sérieux, et même parfois chez toute la culture, hein, je ne me permettrai pas dans schéma bien sûr, mais on essaye de faire rire un petit peu, on essaye de divertir, on essaye de garder l'attention, on essaye de faire du clic, on essaye de faire de l'audience. Donc vous avez, et ça peut être tout à fait intéressant d'ailleurs, un humoriste qui parle au milieu, et ça existe depuis 20-30 ans. Mais il n'empêche que dans ce contexte-là, c'est parfois difficile de savoir ce qu'on fait de cet humour, ce qui est parfois difficile de savoir quand est-ce qu'il y a vraiment une info qui est dite, quand est-ce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est fait pour accompagner, et quand est-ce qu'on déstabilise l'audience ou pas. Je ne sais pas, mais c'est une tendance évidemment lourde. La deuxième chose, et ça c'est vraiment lié aux réseaux sociaux, donc évidemment, il y a cette démultiplication, évidemment, il y a cette responsabilité des réseaux sociaux.
que certaines plateformes n'ont pas d'autre choix que prendre en compte, c'est-à-dire le nouvel algorithme de Facebook se ressent vraiment sur l'intimité, il y a beaucoup moins de fake news depuis qu'il est mis en place depuis environ 1 an. Sur les questions d'anti-vaccination, vous avez à la fois YouTube, Facebook, TikTok, qui ont dit, voilà, on va faire des cellules pour être extrêmement vigilants. C'est pas que c'est des saints, hein, mais dans cette opinion structurée par les réseaux sociaux, en tant que média et en tant qu'individu, je crois qu'on a un peu perdu le fil de qu'est-ce qui distribue l'information. Et ces algorithmes sont réfléchis, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez étrange, qui est, certes, on regarde peut-être encore tous les news, certes, il y a des choses qu'on a tous suivies cette semaine, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a plus un socle commun. Alors, est-ce que c'est ça la vérité? Mais quand il y avait le journal de 20 heures avec 5 nouvelles et que tout le monde suivait, il y avait le journal de 20 heures avec 5 nouvelles. Vous aviez différents points de vue sur les 5 nouvelles. C'était peut-être déjà très orienté, vous dire quelles étaient les 5 nouvelles. Et on se sent beaucoup plus libre de choisir. Mais de temps en temps, en tant que journaliste culturel, par exemple, je ne vois que quand il y a un nouveau chef d'orchestre en musique classique nommé, et pas forcément ce que suivent beaucoup d'autres gens, Thomas Pesquet dans l'espace. Et là, je me dis, voilà, c'est quoi notre socle commun de news et comment je fais pour me tenir assez informée et après faire que les médias dont je suis responsable se tiennent au courant. Et dernière chose, mais ça c'est la question un petit peu de la sphère publique et c'est pas nouveau, et le livre de Monique Cantos-Ferber là-dessus sur la liberté d'expression est très important, et je sais pas si elle en parle tout à l'heure, mais je vous enjoins à le lire, il vient de sortir. La question est aussi la question de la liberté. Pour que le fact-checking puisse infuser au même titre que les fake news, il faut certainement qu'il y ait la place pour tout et qu'il y ait des caisses de résonance pour tout. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que la liberté d'expression est vraiment là? Est-ce que certaines news résonnent tellement fort ou certaines informations résonnent tellement fort que d'autres pas? Exemple concret, c'est vrai malgré tout que dans les derniers mois, les libertés ont été restreintes par cause d'état d'exception et de crise sanitaire, mais certaines lois ont pu être passées, notamment dans mon domaine, et dans notre domaine dont on parle sur la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui sont, on comprend les raisons de pourquoi, mais qui, pour moi, peuvent être vraiment préoccupantes. Mais je crois que là, il y a 2 solutions. Soit on fait confiance à l'espace public et on estime qu'il y aura des gens rationnels et intelligents et qui pourront être entendus aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en physique, dans les débats, et après repris par les médias. Soit on pense que c'est assez irresponsable et que c'est très dangereux, et on légifère. Naturellement, il y a des dangers dans les deux, mais la loi de 1881 en France, elle était plutôt une des plus libérales et celle qui faisait confiance au fait que des positions puissent se prendre dans l'espace public et que les citoyens puissent choisir et avoir accès aux deux. Voilà, et ça, c'est peut-être le travail que moi, j'essaie de faire comme journaliste. Les Américains disent c'est des gatekeepers. Donc, il y a plein de choses qui se passent avec la multiplication des informations aussi. Vous avez des lanceurs d'alerte qui sont plus nombreux. Toute personne avec un smartphone peut diffuser de l'information. Notre boulot à nous, c'est d'un peu vérifier, de savoir qu'on a un lectorat. Alors, il est de temps, il est de l'ensemble de j'aime quand on publie Schéma, qui est un journal plus de réflexion. Il est tous les jours, tous les mois plutôt, de 50 000 visiteurs uniques sur toute la culture. Mais dans notre domaine, et parfois c'est important, on essaie de se rappeler ce rôle de gatekeeper, de gardien, d'essayer de, en tout cas nous, faire le fast-checking. Dernière chose peut-être importante, et c'est pour ça que ce soir est particulièrement précieux pour moi, tout d'un coup se poser, et Fabienne l'a dit, se poser tous les matins, lire certaines prières, mais aussi là ce soir se poser toute une nuit avec le programme aussi extraordinaire que vous avez évoqué Fabienne, et la préparation était merveilleuse déjà, donc j'ai hâte de... J'y suis, mais j'ai encore hâte de vivre cette nuit. Se poser et réfléchir sur le long terme avec le brouhaha, on n'y arrive plus. Prendre le temps, s'asseoir, étudier les textes, reparler de route, et parler de Emmett. On va certainement parler du golem ce soir. On va parler aussi de figures littéraires qui nous parlent. Et j'espère qu'il y en aura pour tous. Et tous ces points de vue de différentes personnes qui sont spécialistes de leur matière et qui le distribuent et nous permettent de réfléchir à ce thème aussi important qu'est la vérité. C'est aussi une façon certainement de s'équiper, de prendre de la distance et de nous-mêmes tous faire le fast-checking qui nous protège contre les fake news. Donc, tikkun et bataille contre les fake news ce soir. Passez une très belle soirée de Shavuot et je merci beaucoup. Et merci.